Pour ne manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment est-ce que je fonctionne pour l'alimentation au mois, mon budget alimentaire au mois, parce que vous avez été quelques-unes à être étonnées que pour 3 personnes, je réussisse à à tenir un budget d'environ 150 € pour le mois. Vous êtes aussi pas mal à vous demander comment est-ce que je fais pour 3 personnes. Donc je rappelle une adulte et 2 enfants avec un budget de moins de 1000 €. Donc pour celles qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vais récapituler un petit peu certaines choses. Sinon, je vous invite aussi à jeter un œil sur les vidéos précédentes. Vous aurez sûrement les informations qui vous sont nécessaires, en tout cas par rapport à vos questions. Donc on va parler un petit peu gestion, organisation et je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec la banque en ligne. Alors je commence tout de suite avec la gestion des repas. Alors pour être totalement honnête, je ne fais pas systématiquement de menu à la semaine. Ce que je fais, ou en tout cas je ne m'y tiens pas forcément. J'ai ce fameux tableau de menu à la semaine. Ça m'aide à avoir des idées et à pouvoir faire mes courses en conséquence, et quand je ne sais pas forcément quoi faire, me dire bon c'est bon, je sais que j'ai tel ou tel aliment à la maison, donc du coup je vais pouvoir réaliser tel ou tel plat. Mais en toute honnêteté, il y a pas mal de plats, il y a plutôt certains plats à la maison qui reviennent régulièrement. Alors, je fais régulièrement des plats en sauce, ce qui me permet de pouvoir les faire en grosse quantité et de les étaler dans la semaine sur plusieurs repas. Ou bien, quand j'en ai fait un peu trop, ce que je fais, c'est que je congèle et quand je ne sais pas forcément quoi faire, ou quand j'arrive à la fin du mois et qu'il n'y a plus forcément grand chose dans le frigo ou ce genre de choses, je sors du congélateur ce que j'ai congelé du plat que j'avais préparé. Alors parmi les plats qui reviennent assez souvent et qui sont peu onéreux et qui durent en fait, dans le sens où, comme je vous ai dit, ce sont principalement des plats en sauce et qui, désolée pour le bruit, et qui me permettent en fait de pouvoir les réutiliser, les ressortir ou bien les étaler sur plusieurs jours de la semaine. Il y a entre autres les lentilles. Donc je fais régulièrement un plat de lentilles en sauce. J'y mets des oignons, des épices, de la tomate, de la coriandre, enfin ce genre de choses, vraiment pour pouvoir donner un bon goût, parce qu'on n'est pas forcément fan de lentilles, en tout cas pas de lentilles à brut comme ça. Et ce que je fais, c'est que je le cuisine en quantité assez importante, et puis on le remange dans la semaine. Alors pour ne pas trop déplaire aux enfants et pour moi-même aussi, ce que je fais, c'est que par exemple le lundi on va manger ces fameux lentilles, le mardi on va manger autre chose, et le mercredi on va retourner en fait aux lentilles, histoire de ne pas trop se lasser. Et parfois quand j'en fais vraiment un petit peu trop, je vais congeler justement ce reste. Parmi les plats qui reviennent aussi régulièrement dans mes plats, je cuisine régulièrement tout simplement, il y a le plat de pâtes aux épinards. Donc les épinards, je les achète surgelés et je les fais de 2 manières différentes. Donc soit quand j'ai de la crème, de la crème fraîche, j'utilise la crème fraîche. Si je n'ai plus de crème fraîche mais qu'il me reste par exemple de la crème liquide, je vais remplacer ma crème fraîche par la crème liquide. Et si je n'ai plus ni crème fraîche ni crème liquide, j'utilise de la sauce tomate. D'où le fait que vous me voyez souvent dans mes retours de courses acheter de la sauce tomate en grosse quantité. C'est vrai que j'utilise beaucoup ça. D'ailleurs, j'en mets aussi dans mes lentilles. Un plat aussi qui peut revenir régulièrement et que du coup je cuisine aussi en grosse quantité et qui va se garder aussi sur plusieurs jours, ou bien je vais le congeler, il y a les soupes. Donc soit potage, que je vais pouvoir faire dans une marmite et que je vais avoir en quantité assez importante. Et pour le coup, encore une fois, je vais vous donner le même modèle. Je vais par exemple cuisiner cette fameuse soupe potage le lundi, ne pas la remanger le mardi et la ressortir le mercredi. Donc je garde au frais. Ou bien parfois je congèle aussi ma soupe, parce que oui, la soupe peut se congeler.
Pour avoir des soupes un peu plus savoureuses, parce que les potages, c'est vrai que c'est assez, je dirais pas fade, hein, bien sûr, ça dépend comment est-ce qu'on le cuisine, mais nous on aime beaucoup par exemple les soupes type shorba ou harira. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des soupes, des soupes orientales qui sont principalement à base de céleri, tomates, lentilles, donc elles sont très complètes. C'est d'ailleurs ce qu'on consomme pendant la période du mois de Ramadan qui arrive d'ailleurs. Donc voilà, elles sont assez riches. Personnellement, je n'y mets pas de viande. Je cuisine en général quelque chose à côté, un petit, par exemple des briques où je vais mettre de la viande, ou bien des petits cakes au thon ou à la viande, ou voilà, ce genre de petites choses. Je vais accompagner. Voilà, je vais accompagner la soupe en général avec quelque chose à côté, ou bien une salade avec des œufs. Donc voilà, comme ça il y a toujours cet apport de protéines. Ou bien quand il s'agit de soupe où je mets des lentilles, eh bien on a déjà l'apport de protéines, donc il n'y a pas forcément besoin de mettre une viande à côté. Je peux mettre tout simplement une salade même sans œufs. Voilà. Quel autre conseil je pourrais aussi vous donner, enfin, sur la manière dont moi je fonctionne. Oui, donc toujours pour quand je cuisine des soupes, et bien par exemple le soir, on va manger un bol de soupe avec un bout de pain et du fromage, un fruit, et c'est amplement suffisant. Donc c'est ce qui me permet aussi de pouvoir faire des économies sur l'alimentation tout en mangeant quelque chose de très bon et de sain aussi. Il y a quelques temps en arrière, j'étais assez bio. Vraiment, j'achetais en bio le plus possible parce que j'avais vraiment fait... j'avais une lubie par rapport à ça, sur le côté sain au niveau de l'alimentation. Donc je l'ai toujours, sauf que, eh bien, comment dire, le bio est une chose déjà qui n'est plus forcément à la portée de mon porte-monnaie. Et ma conviction à ce sujet-là n'est plus la même. Voilà, c'est propre à moi, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais je n'ai plus de totale conviction sur le bio qui est vendu dans le commerce aujourd'hui. Je pars du principe que même si le produit en lui-même a poussé dans un jardin où il n'y avait pas de pesticides, la terre en elle-même est polluée. Donc si le jardin d'à côté, ou quand je dis à côté, même encore un peu plus éloigné, eh bien utilise des pesticides, forcément ça sera propagé et ça sera peut-être un peu moindre, on va dire, mais il y aura toujours. Donc voilà, donc quand en plus de ça le porte-monnaie ne suit pas forcément, eh bien, on ne va plus, on ne se dirige plus vers ce genre de choses. J'essaye quand même de manger au mieux des fruits et des légumes de mon pays, mais avec la crise sanitaire, etc., les prix ont augmenté, donc c'est pas forcément évident. D'ailleurs même maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même les fruits et légumes d'Espagne sont maintenant aussi à un prix assez élevé par rapport à il y a quelques temps en arrière. Donc voilà, petite précision aussi, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente aussi, nous faisons 2 repas par jour. Donc le repas du matin que l'on ne prend pas forcément tôt, puisque on ne se lève en général pas très tôt et on n'a pas forcément non plus faim tôt. On a l'opportunité de pouvoir faire l'école à la maison, donc de se réveiller tranquillement et d'écouter en fait notre propre rythme, suivre notre propre rythme, et on a tendance à manger le matin sur le tard, presque en fin de matinée. Donc on brunch très souvent, ça va être du pain, du fromage, du pain, de l'huile d'olive. Et je précise que la plupart du temps, le pain, je le fais moi-même, même si j'en achète quand même assez souvent en boulangerie, parce que parfois j'ai la flemme, ou tout simplement parce qu'aussi j'aime beaucoup le pain de ma boulangerie. Et ça permet aussi de soutenir les petits commerces. Donc voilà. Et parfois ça va être aussi du pain avec des œufs. Et du coup l'estomac est assez calé. J'insiste sur le fait aussi qu'on consomme principalement du pain complet. Donc c'est certes plus cher, mais j'estime que c'est quand même aussi un investissement, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où eh bien, l'estomac est beaucoup plus calé, et que en ayant mangé par exemple à 10h30, 11h, eh bien la faim se fera ressentir beaucoup plus tard dans la journée. Donc comme je vous l'ai déjà dit, on fait 2 repas par jour, mais on a ce petit goûter qui chez nous est assez précieux. Donc on va dire 2 repas et demi. On ne prend pas non plus un big goûter, hein. Je sais que certaines personnes, dans certaines cultures, le goûter c'est aussi quelque chose de très conséquent. Mais voilà, nous c'est, on va dire, une petite pause pour tenir jusqu'au repas du soir ensuite.
Donc voilà, là le mois de Ramadan arrive, donc on va passer quasi à un repas par jour plutôt qu'à deux, bien que le repas du matin que l'on prend avant le lever du soleil, selon les jours bien sûr, selon le taux de fatigue, selon la faim, etc., il y a aussi ce fameux repas quand même, mais en soi, voilà, c'est pareil, c'est toujours pain et huile d'olive qu'on consomme le matin avec un fruit et surtout de l'eau. Donc voilà. Et pour ce qui est du repas du soir, durant le mois de Ramadan, pour ma part, comment est-ce que je fonctionne? Là, je ne pose pas 10 000 choses sur la table. J'essaye de poser principalement de la soupe quand j'ai de quoi faire de la soupe, une salade, donc ça pour nous c'est la base. Et pour se faire un petit peu plaisir, et bien voilà, je vais préparer des briques ou bien, comme je vous ai dit, des petits feuilletés, des petits cakes, ce genre de choses. Et du coup, c'est un amortissement sur le budget course. Voilà. À savoir que comme je vous l'avais dit, la viande, je n'en ai pas acheté depuis environ 2 mois parce que j'avais fait un gros stock. Donc j'en avais eu pour une centaine d'euros et ça m'a duré presque 3 mois même, si je ne me trompe pas. La dernière fois que j'ai acheté de la viande, c'était il y a presque 3 mois. Donc sur 3 mois, ensuite, je n'achète pas, voilà, pas de viande. Donc là, durant ce mois-là, dans mon budget course, il y aura la viande. Donc je vais réfléchir un petit peu à comment je vais m'organiser. Je mettrai un peu plus dans le budget course peut-être parce que au niveau des sorties, avec le confinement clairement sorties payantes il n'y en aura pas. Niveau restaurant, je ne pense pas qu'on commandera, peut-être une fois dans le mois et voilà. Donc du coup cette fameuse enveloppe loisirs et restaurant, le budget sera beaucoup plus réduit que les mois précédents et du coup j'utiliserai cet argent là dans le budget alimentation. Voilà comment est-ce que je compte fonctionner. Ce mois-là, il va vraiment falloir que je le décortique profondément parce que le montant sera moins élevé que les mois précédents, alhamdoulilah. Donc voilà, je vais essayer de bien répartir les budgets dans mes enveloppes, vraiment prioriser et surtout, comme je le fais à chaque fois, prioriser le budget alimentation. Voilà pour ce qui est de la partie organisation au niveau de l'alimentation. Je voulais aussi vous faire une petite précision sur mes factures, etc. Comme je l'ai déjà dit dans les commentaires, et même d'ailleurs dans une vidéo je crois aussi, pour les personnes qui se posent la question, donc comme je vous l'ai dit, je vis avec un montant inférieur à 1 000 € par mois pour 3 personnes. Et du coup, pas mal de personnes se demandent comment est-ce que je fais pour gérer. Eh bien, au niveau de mes factures, je n'ai pas de gaz déjà, parce que dans le logement dans lequel je vis, il n'y a que de l'électricité. Donc ça, c'est déjà une première chose. Deuxièmement, l'eau, donc que ce soit l'eau chaude et l'eau froide, se trouve dans mon loyer. Donc je n'ai pas cette facture-là mensuellement à payer. Voilà, d'ailleurs j'ai déjà eu très souvent une agréable surprise en fait quand je reçois mon loyer. Il y a eu des périodes où j'ai eu un remboursement parce que alhamdoulilah, j'avais pas utilisé la quantité d'eau que eux avaient prédit entre guillemets qu'en fonction du nombre de personnes dans mon foyer je suis censée utiliser. Et bien du coup il y a un remboursement donc qui en fait se traduit par une réduction, si on peut dire, une compensation du montant du loyer. Donc voilà, à ce niveau-là, j'essaie de réfléchir si je n'ai pas des petites choses à vous préciser. Non, je crois que c'est tout à ce niveau-là. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On va passer maintenant à ma petite histoire avec la banque en ligne. Donc j'ai quand même pris des notes pour pouvoir vous faire part de certaines choses. Et encore une fois, éviter d'oublier certains éléments. Donc je vais essayer d'être au plus près de la réalité. Alors, il y a environ 2 ans, si je ne me trompe pas, j'avais déjà souscrit une banque en ligne. Donc j'étais passée chez Orange Bank. Parce que voilà, mon but était de ne plus du tout avoir ma carte bancaire dans ma banque principale, donc qui est le Crédit Agricole. Car je voulais vraiment ne plus avoir ce montant annuel et ce montant mensuel de compte à composer, à payer. Et voilà, d'où le fait que j'étais passée chez une banque en ligne. Ce qui m'a fait en fait ensuite regretter, c'est que chez Orange Bank, il y avait en tout cas à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais un minimum de 3 actions à effectuer sur le compte
pour pouvoir l'avoir totalement gratuit. Et du coup, chaque mois, c'était un stress de me dire, sachant qu'il m'avait quand même bien expliqué quand j'avais pris rendez-vous avec eux, qu'il fallait que je garde bien évidemment ma banque principale, car ils n'avaient pas la prétention de se nommer banque à part entière. Et pour le coup, j'avais décidé quand même de garder ma carte bancaire à l'époque. Et du coup, ce stress chaque mois de me dire il faut que je fasse 3 actions sur ce compte. Voilà, vraiment, c'était pas forcément quelque chose que j'appréciais. Et avoir avoir des conditions comme ça pour pouvoir bénéficier d'un truc gratuit un peu casse-tête, c'est pas mon truc du tout. Donc j'avais résilié mon compte à l'époque et en fait je suis restée durant tout ce temps dans cette réflexion de vouloir repasser dans une banque en ligne pour pouvoir avoir cette carte gratuite à l'année et ne pas avoir de frais bancaires, en tout cas chez le Crédit Agricole ça s'appelle compte à composer, à payer chaque mois. Donc je me suis renseignée, j'ai regardé pas mal de banques en ligne. Je vous cache pas qu'à la base j'étais tentée par N26, mais les choses ont fait que je ne me suis pas tournée vers cette banque pour la simple et bonne raison. Avec pour raison qu'en fait l'ancien téléphone que j'avais, la version n'était pas compatible avec l'application. Donc j'avais commencé à créer mon compte, mais quand j'ai téléchargé l'application, quand j'ai essayé de télécharger l'application, ça n'était pas possible avec la version de mon téléphone. Ensuite, avec le nouveau téléphone que j'ai eu, j'ai réessayé. Donc là, il n'y avait pas de souci au niveau du téléchargement de l'application, mais il y avait eu un petit couac en fait, du fait que j'avais déjà commencé à créer mon compte précédemment, et du coup mon identifiant, etc., plus rien ne fonctionnait. Je me suis dit bon, laisse tomber, on va essayer on va voir autre chose. Et puis on m'avait parlé de la banque aussi Revolut. Donc pareil, je me suis renseignée, etc. Et en ayant regardé des vidéos, je m'étais rendu compte que c'était aussi un petit peu casse-tête au niveau administratif, parce que puisque ce n'est pas des banques françaises, au niveau de l'administration, il fallait déclarer ces comptes en fait dans les impôts, etc. Voilà, c'est quelque chose que j'étais pas apaisée en fait avec ces comptes-là et ces banques-là, pardon. Et du coup, j'ai continué à me renseigner et je suis tombée sur Boursorama Banque. Et en ayant lu un petit peu tout ce qu'il y avait écrit sur le site, etc., cette banque-là m'avait plutôt convaincue. Donc, je me suis lancée dans la banque en ligne avec Boursorama pour ma deuxième expérience. Alors, en soi, la création du compte est très simple. Il n'y a vraiment pas de souci, il suffit simplement de suivre les indications. Alors, je vous lis en fait ce que j'ai pris comme note pour ne pas oublier. Donc, j'ai souscrit le 22 février. Mon compte a été actif le 3 mars et donc il fallait effectuer un minimum de 50 € sur le compte. Donc, il fallait que je prenne de mon compte principal et que je transfère 50 € sur ce compte-là. Donc, pour celles qui ignorent totalement le principe des banques en ligne, ces fameux 50 €, c'est mon argent que je réutiliserai ensuite une fois que le compte sera ouvert. Donc, c'est pas du tout une perte d'argent. Sauf que je me souviens qu'au moment où j'avais voulu le faire, on était en pleine fin de mois, donc j'avais pas pu le faire parce que concrètement ces 50 € je ne les avais pas, donc j'ai attendu plus tard pour pouvoir le faire. Et en fait, lors de la création de ce type de compte en ligne, quasi je pense toutes les banques maintenant offrent une prime. Donc c'est cette fameuse prime avec laquelle je ne suis pas apaisée parce que dans mes convictions personnelles, l'argent des banques qui provient des intérêts, c'est quelque chose que je n'utilise pas. Et sur le coup, j'avais pas percuté. Parce que à l'époque où je m'étais renseignée auprès de Orange Bank, j'ai plus les termes exacts que m'avait donné le conseiller sur qui j'étais tombée. Mais on m'avait plus ou moins fait comprendre que c'était pas de l'argent des intérêts, etc. Donc, d'où le fait que je me sois posé la question encore aujourd'hui, que j'étais pas forcément apaisée avec ce truc-là. Mais voilà, donc déjà, dès que vous souscrivez à une banque en ligne, il y a cette fameuse prime d'adhésion au compte qui arrive. Et donc du coup, voilà, j'avais transféré ces 50 €. Et donc forcément, à la création du compte, on a une carte bancaire à choisir. Donc Boursorama Banque en propose 3. Il y a 3 types de cartes bancaires. La première qui est totalement gratuite. La deuxième pareil, et c'est la troisième qui est payante il me semble. J'ai un doute sur la deuxième. Donc moi j'ai pris la toute simple, la première.
Donc en fait, la carte est totalement gratuite si vous effectuez uniquement une seule action sur le compte. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait totalement convaincue. Je me suis dit, bon, franchement, une action, sachant qu'en plus, j'avais pour projet de résilier ma carte bancaire de mon compte principal. Je me suis dit, bon, franchement, c'est tout bénef. Il n'y a pas de souci, c'est faisable, donc on y va. Sauf que, donc, au moment où j'ai créé mon compte et fait cette demande de carte bancaire, il s'est écoulé plusieurs semaines avant que je reçoive ma carte bancaire. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais souscrit le 22 février, donc en souscrivant, eh bien, il y a aussi directement cette commande de carte bancaire, si je ne me trompe pas. Et du coup, j'ai reçu ma carte bancaire le 24 mars. Donc comme je vous l'ai dit, 22 février, création du compte et réception de ma carte bancaire le 24 mars. Donc franchement, voilà, un mois, j'étais pas très contente. À savoir qu'il a fallu que je fasse opposition 2 fois pour pouvoir la recevoir. Je m'étais renseignée sur internet, voir si c'était quelque chose qui était arrivé à d'autres personnes et je me suis rendu compte que oui. Donc voilà, bon, c'était un souci, mais j'ai fini par la recevoir et tant mieux. Hein. Voilà, donc j'en ai profité pour ensuite, le jour même où j'ai reçu ma carte, aller à ma banque et résilier ma carte bancaire. À savoir que j'avais 2 cartes bancaires, dont une complètement inutile, qu'il a fallu que je me rende compte en fait et que je résilie parce que j'ai du coup mon compte professionnel dans ma banque principale plus mon compte courant. À savoir que c'est un compte professionnel mais c'est un compte différent du compte courant que j'utilise pour mes rentrées d'argent professionnelles mais qui n'a pas pour obligation d'être un compte professionnel. Donc du coup, c'est quelque chose que je pouvais utiliser gratuitement. Mais du coup, j'avais pris une carte bancaire avec que je payais 18 € l'année. Mon autre carte bancaire donc de mon compte courant était à 41 € l'année, plus avec ce compte courant et cette carte bancaire du compte courant, je payais ce que le Crédit Agricole appelle le compte à composer, 7,80 € par mois. Donc je sais que c'est beaucoup moins cher que certaines autres banques, mais ça restait quand même 7,80 € par mois. Donc j'avais fait le calcul de tout ça, je vais le refaire d'ailleurs avec vous, 152,60 €. Donc en ayant résilié tout ça, je fais une économie annuelle de 152,60 €. Donc honnêtement, je suis contente à ce niveau-là. Franchement, bon, je ne vais pas les voir tout de suite forcément. Hein. Je ne me rendrai compte que de l'économie des 7,80 € mensuels. Mais voilà, en ayant tout posé sur papier, etc., eh bien, me rendre compte que je peux faire une économie de 152,60 € à l'année, ben écoutez, vraiment, ce n'est pas rien. C'est vraiment une économie, quoi. C'est pas négligeable. Pour ce qui est de l'ouverture de compte chez Boursorama, les justificatifs à fournir, eh bien, il y a un formulaire tout d'abord à remplir. Ensuite, il y a un justificatif, carte d'identité, passeport, ce genre de choses. Donc, justificatif d'identité, un justificatif de domicile, un RIB et une signature manuscrite que vous ferez sur une feuille. Donc, la facilité de tout ça, c'est que vous avez juste à prendre en photo et à leur envoyer. Ensuite, le traitement est fait et environ 10 jours après, le compte est ouvert. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, Boursorama Bank, pour le moment, j'en suis satisfaite. La petite chose que je n'avais pas détectée, enfin, petite chose, la chose que je n'avais pas vue sur le coup et qui va me poser un petit peu problème mais, par la suite, mais je trouverai une solution. Donc c'est qu'en fait quand j'ai créé le compte, quand je me suis renseignée avant bien sûr en regardant sur le site, j'étais contente de voir qu'il y avait possibilité en fait de faire des retraits de 400 € par mois. Donc quand j'ai vu ça, je me disais c'est super, c'est bien pour du coup mes retraits pour mes enveloppes mensuelles, budgétaires. Je me suis dit c'est trop bien. Sauf que je me suis rendu compte une fois que le compte a été créé que ces fameux 400 € par mois, en fin de compte c'est 100 € de retrait par semaine. Donc voilà, ça j'avoue que je ne suis pas satisfaite à ce niveau-là, mais bon, je trouverai une solution pour pouvoir pallier à ça. Je pense que du coup, je ne vais pas avoir le choix que de passer par les enveloppes virtuelles, même si c'est vrai que c'est pas quelque chose que je voulais faire. En soi, de toute façon, il faudra bien y passer à un moment donné
parce que d'après certaines recherches que j'ai pu faire, je me suis quand même rendu compte que l'argent papier finirait par disparaître avec le temps et que du coup, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'utilisation de la carte bancaire sera nécessaire. Hein. Concrètement, on aura plus que ça pour fonctionner, ou autre chose d'ailleurs, hein, de futuriste, que peut-être que pour le moment on n'a pas encore connaissance, mais voilà. Donc si vous souhaitez ouvrir votre compte chez Boursorama Banque, et bien pour pouvoir avoir toutes les informations, etc., vous avez juste à aller sur le site. Et vraiment, c'est tout simple hein, à faire. Il suffit simplement de lire et puis de remplir ce qu'on vous demande. Donc voilà. Eh bien écoutez, la vidéo est terminée. J'espère avoir pu vous éclairer sur eh bien, les questions que vous vous posiez. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Vous pouvez aussi me poser vos questions en message privé. Je vous mettrai aussi l'adresse mail dans la barre d'infos où vous pouvez me poser vos questions si vous souhaitez me contacter par mail. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à commenter, à enregistrer les vidéos, à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et prenez grand soin de vous.